Vous êtes désormais député à l'Assemblée nationale, vous représentez le peuple togolais et la question concernant ce riz, sans doute que cette question vous concerne comme vous le dites. Vous avez en main un outil qui est l'interpellation. Et ce n'est pas la première fois que des situations de ce genre se produisent au Togo. On parle de riz, mais dans un passé récent, on a parlé de tilapia. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Et ce mécanisme-là, comment est-ce qu'on doit user de ce mécanisme pour décourager éventuellement les récidives, puisque on constate que c'est un phénomène qui devient récurrent. Non, c'est pour ça que, vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a non seulement la capacité d'interpeller, mais il y a aussi la capacité d'avoir des commissions indépendantes d'enquête. C'est parce que interpeller uniquement, vous avez vu ce qui se passe régulièrement dans notre pays. Parfois, on assiste à des séances plutôt folkloriques où des ministres arrivent, on leur pose des questions, ils répondent quasiment pas et ils s'en vont sans être... Il n'y a pas un autre moyen de pression. C'est difficile de demander la démission d'un gouvernement ou bien d'un ministre uniquement parce qu'il n'aurait pas bien répondu à une question. Mais je pense qu'il y a un autre outil qui est, à mon sens, le plus important. C'est la capacité de créer des commissions d'enquête parlementaires qui vont sur le terrain, en réalité, enquêter en, bien entendu, faisant appel à tous spécialistes. Ça peut être l'Institut d'hygiène, ça peut être des spécialistes qui vont aider les enquêteurs. Souvent, c'est des commissions paritaires. C'est-à-dire moitié opposition, moitié majorité au pouvoir. Ça permet d'avoir une plus grande impartialité. Et pour moi, je pense que l'outil qu'il faudra user, dont il faudra user le plus régulièrement, c'est beaucoup plus cette capacité-là de mettre en place des commissions indépendantes d'enquête parlementaire. Parce que les interpellations de ministres, moi en tout cas pour ce que j'ai vu, on n'en a pas encore fait, parce que l'Assemblée nationale n'est pas encore installée officiellement, définitivement, mais les interpellations de ministres, à mon sens, ne sont pas suffisantes. Il faut que les députés aient la capacité, au nom de la représentation nationale, d'aller enquêter sur le terrain, se faire leur idée à eux-mêmes et avant de venir informer le peuple togolais. Vous avez vu en France l'affaire Benalla, comment est-ce qu'on a pu mettre en place une commission mixte qui a eu la capacité de rentrer dans les affaires, parce que quand on fait venir un ministre qui représente l'État, et l'État se protège. Alors que quand les gens vont sur le terrain, ils ont accès à des informations qui parfois ne sont pas celles qu'on pourrait avoir éventuellement quand on interpelle un ministre ou bien n'importe quel commis d'État à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez, vous, au niveau de l'opposition, avoir suffisamment de cran pour éventuellement bousculer les habitudes et arriver régulièrement à soit cette commission d'enquête, puisque ce n'est pas des pratiques courantes dans nos pays? Écoutez, vous savez, ça fait, comme vous l'avez dit en début d'émission, ça fait moins d'un mois que la nouvelle Assemblée est installée. Mais ce que je peux reconnaître aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Je ne veux pas dire de nouveau, puisque je n'étais pas dans la législature passée, mais ce que je constate, c'est que les gens se parlent. La majorité au pouvoir et l'opposition parlementaire, quel que soit le nombre de députés qui la représentent aujourd'hui, se parlent, arrivent à avoir des concessions, arrivent à s'entendre sur des sujets, surtout quand ils sont des sujets d'ordre d'intérêt national. J'espère que ce début-là va se poursuivre pour faire en sorte que, quand il s'agit de sujets comme un sujet aussi d'intérêt national, parce que c'est quand même une question de santé publique, que les députés tant de la majorité que de l'opposition puissent s'entendre pour créer, j'en parle tout à l'heure, une commission d'enquête parlementaire qui soit mixte, et qu'on puisse se faire la lumière sur des sujets, parce que c'est nos concitoyens et c'est même nous, parce que rien ne dit que ce riz-là qui arrive, souvent vous avez, on va rarement nous-mêmes acheter les denrées alimentaires au marché. On envoie souvent quelqu'un pour l'acheter et rien ne dit que nous ne retrouvons pas demain dans nos plats ce riz-là est incriminé, si tant est qu'il soit mauvais pour la santé humaine. Ça fait donc quelques jours ou quelques semaines que vous êtes à l'Assemblée nationale. Visiblement, vous êtes rassuré d'une certaine manière par les attitudes des uns des autres. Je parle des députés et ceux de l'opposition et ceux du pouvoir. Non, pas rassuré. Pour le moment, il y a, vous savez, la session de plein droit n'a pour mission que de mettre en place le bureau de l'Assemblée et les différentes composantes. Donc, on ne rentre pas encore dans le vif du sujet. Pour le moment, il n'y a pas de débat contradictoire. Pour le moment, c'est mettre en place ces composantes-là. Et c'est normalement... quand les sessions ordinaires ou extraordinaires vont commencer, parce que la session de plein droit, elle a un objectif, elle a un ordre du jour qui est calé, dont on ne peut pas sortir. Et donc, c'est après, soit en session extraordinaire ou en session ordinaire, que les vraies joutes vont commencer. Pour le moment, ce que je retiens, c'est que il y a quand même une convivialité, il y a une capacité de se parler, il y a une capacité, quand on est bloqué sur certains sujets, de pouvoir se retirer
et se parler. Je pense que c'est quelque chose d'appréciable. Maintenant, on n'est pas encore arrivé dans le vrai sujet, donc on verra. On n'en sait rien, mais bon, pour le moment, la prise de contact, elle est bonne. Je retiens que la prise de contact est bonne et que la communication y est, que la convivialité y est. Donc, je ne peux que souhaiter que ce climat-là puisse se proroger et qu'on puisse, même sur des sujets qui nous divisent, avoir la capacité de s'écouter. Parce que l'écoute est mère en réalité du début de la solution. Quand vous écoutez, vous pouvez commencer à trouver des solutions. Alors que quand vous n'écoutez pas, quand vous ne vous parlez pas, il est évident que vous ne pouvez pas chercher de solutions. J'ai dit au début de cette émission que nous sommes aujourd'hui le 20 janvier 2019. Il y a un mois, jour pour jour, les Togolais étaient conviés aux urnes pour les élections législatives. Avec le recul d'Yeri Tama, pensez-vous que les Togo étaient dans l'obligation d'organiser ces élections qui ont été boycottées quelque part par une partie de l'opposition, une importante partie de l'opposition? Écoutez, le Togo était dans l'obligation d'organiser des élections législatives depuis le 14 juillet 2017. Ça fait partie du calendrier électoral constitutionnellement consacré. Donc il fallait organiser les élections législatives depuis le 14 juillet 2017. Et donc on a marqué à peu près 6 mois de retard. Est-ce qu'il fallait les organiser le 20? Est-ce qu'il fallait les organiser avant? Nous aurions souhaité largement qu'on puisse les organiser dans le calendrier électoral, donc le 17 et le 14 juillet. On n'a pas pu le faire. Mais aujourd'hui, de toute façon, quelles que soient les péripéties et les vicissitudes qui se sont passées, on a organisé des élections. Il y a une Assemblée nationale qui est installée, qui respecte, qui sur le plan légal a toute la légalité, qui, à mon sens, pour moi qui ai participé à ces élections avec 13 circonscriptions, dont au minimum une dans les 5 régions du Togo, je considère que nous avons eu des élections où une majorité des Togolais ont décidé de prendre part, même si, comme vous l'avez vu sur les résultats de la CENI, il y a une bien entendu répartition très inégale de participation. Il y a des endroits où les gens, forts du fait certains même ne savent même pas qu'il y a une crise en réalité au Togo, et on participe à des élections parce que on leur a dit qu'il y a des élections. Il y a des endroits où il y a une plus grande prise en compte de la crise où le taux de participation était très faible. Quand on vous écoute, vous parlez souvent de la légalité quand vous faites référence au calendrier républicain. Mais dans les grands pays démocratiques, la légalité s'accompagne très souvent de la légitimité. Dans le cas de l'Assemblée nationale du Togo, il y a un certain nombre d'acteurs qui semblent mettre en cause la légitimité de cette Assemblée. Écoutez, moi je suis un homme politique et je parle de légalité. Maintenant, la légitimité, elle est d'abord subjective. C'est vrai que quand la légitimité se conjugue, elle peut mettre en cause la légalité. Mais moi, en tant qu'acteur politique, ce qui m'intéresse, c'est la légalité parce que j'agis dans le cadre des institutions. Et ces institutions-là, c'est elles qui donnent, en ce moment, au niveau d'une république, la légitimité du fonctionnement des institutions. Vous avez une élection qui s'est passée, vous avez une Cour constitutionnelle seule capable de donner les résultats définitifs d'une élection. La Cour constitutionnelle a donné les résultats avec des recours dont certains ont eu gain de cause. Et aujourd'hui, on a une assemblée de 91. Maintenant, après, que quelqu'un considère que cette assemblée-là n'est pas légitime, la question qu'on lui pose, c'est que est-ce que si demain, les 91 députés adoptent une loi, est-ce que cette personne va refuser de se soumettre à cette loi parce que lui, subjectivement, il considère que cette assemblée n'est pas légitime? C'est ça la question en réalité. Est-ce que demain, si nous adoptons une loi, n'importe laquelle, loi sociale, loi juridique, loi pénale, ainsi de suite, si demain, il y a une adoption de l'assemblée qui est aujourd'hui d'une loi pénale, est-ce que vous refusez de vous soumettre à cette loi pénale sous le prétexte que subjectivement vous considérez que l'Assemblée nationale qui est là aujourd'hui n'est pas légitime? C'est ça la question qui se pose. Nous aujourd'hui, quand vous êtes un politicien, vous agissez dans le cadre de la légalité. Maintenant, la légitimité, si vous considérez que telle personne, moi j'ai entendu des gens dire cette assemblée-là, de toute façon, ils considèrent qu'elle n'est pas légitime. Soit. Mais est-ce que les actes que cette assemblée vont adopter, est-ce que les gens se soumettront à ces actes ou pas? Oui, parce que nous avons ce qu'on appelle la force publique. Nous avons ce qu'on appelle le pouvoir de la force publique. Donc, à partir de là, la légitimité incombe à chacun individuellement. La légalité, elle est fournie par les institutions de la République. Quand vous mettez en avant la force publique, est-ce que c'est pas dangereux? En partie, quand on dit la force publique, il y a la justice. Je ne parle pas uniquement de la police et de la gendarmerie. Il y a la justice et tout ce qui accompagne là-dessus. Je disais tout à l'heure que si, par exemple, on prend, je vais donner un exemple banal. Si, par exemple, aujourd'hui, vous parliez de M. Sakivi tout à l'heure, si demain, l'Assemblée qui est là dépénalise la raison pour laquelle
aujourd'hui, le jeune homme, il est en prison, et que vous savez qu'en termes de rétroactivité, c'est quand les lois sont plus douces qu'on les applique. Donc ça veut dire que si par exemple demain on dit que les charges pour lesquelles il est accusé, en réalité au lieu d'une peine de 48 mois, en réalité ça fait 6 mois. Est-ce qu'on va dire c'est parce que l'Assemblée nationale qui est là aujourd'hui, le monsieur même peut-être éventuellement trouve qu'elle est illégitime, qu'on ne va pas lui appliquer cette loi? C'est ce que je dis. Maintenant, je ne parle pas de la force publique en tant qu'outil de répression ou quoi que ce soit. Ça se limite pas. Dans votre développement concernant la subjectivité, en fait, je n'ai pas très bien compris, puisque quand vous évoquez la notion de la légitimité ou de l'illégitimité vis-à-vis de l'Assemblée nationale du Togo, vous semblez dire que c'est une question subjective. Oui, mais qui détruit la légitimité? Qui, dans une république, décide que quelque chose est légitime ou pas? Qui, dans une république, décide que quelque chose est légitime ou pas? C'est quoi la légitimité? C'est vous qui parlez de légitimité. Oui, moi, je dis, en tant qu'acteur politique, je parle de légalité. Et la légalité, c'est par rapport à la loi. Que dit la loi de mon pays? J'agis dans le cadre de la loi, en tant qu'acteur politique. La légitimité, elle peut être subjective. Je peux considérer aujourd'hui que, je donne un exemple à la con, que moi je trouve qu'il y a beaucoup de médias à Lomé, mais il y a par exemple une chaîne qui ne reflète pas en réalité les impressions peut-être d'une partie des Togolais parce que je ne me retrouve pas dans sa ligne éditoriale. Ça, c'est mon impression légitime. Mais la légalité, c'est que si par exemple, en ce qui concerne un média, si ce média-là a l'autorisation d'émettre, il a une existence légale. Et donc en ce moment-là, il émet, que je sois d'accord ou pas. Mais je peux trouver que sa légitimité est mise à l'épreuve par rapport à mes choix et en ce moment-là, décider par exemple de ne pas y aller. C'est subjectif. Mais la légalité, elle s'inscrit dans le cadre des institutions. Et moi, en tant qu'acteur politique, j'agis purement dans le cadre des institutions. Et quand vous agissez dans le cadre de votre Bible, votre référent, c'est la loi de votre pays, tout simplement. Vos premiers pas, vous député Jerry Tama compris, ces premiers pas ont donné lieu ces derniers jours à beaucoup de polémiques. Je ne sais pas si vous comprenez ces polémiques. Vous rappelez votre règlement intérieur, ça fait jaser sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que vous comprenez? Bon, en fait, vous avez dans votre introduction dit que le règlement intérieur a été rejeté. Non. Il y a une seule disposition. Il y a près de 10 articles du règlement intérieur qui ont été revus. Et il y a des... Je vais vous donner même un exemple. Au niveau du règlement intérieur, nous avons décidé que dorénavant, tout député qui s'abstente plus de 3 fois au travail de commission ou plénière sans aucun justificatif doit payer 20 000 francs. Ça n'existait pas avant. Et nous avons insisté sur le genre au niveau du règlement intérieur. Ça n'existait pas avant. Nous avons insisté, quand vous prenez aujourd'hui l'article 1er, quand on parle de doyen, on a dit non, il faut dire le doyen ou la doyenne parce que on a eu l'impression que ceux qui ont écrit le règlement intérieur sont restés sur le cas uniquement parce que c'est vrai que jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des hommes qui ont dirigé l'Assemblée nationale. Donc on a l'impression qu'on a écrit ça uniquement pour les hommes. Donc il y a eu 10 articles qui ont été modifiés. Et sur les 10, il y en a un qui a été retoqué par la Cour constitutionnelle. Donc, non, le règlement intérieur n'a pas été rejeté. Mais il y a eu un article sur lequel la Cour constitutionnelle a dit non, cet article-là, nous trouvons que la modification que vous avez introduite est anticonstitutionnelle, a été retoquée. Mais ce n'est pas tout le règlement qui a été retoqué. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des nuances. Bon, peut-être aussi que... C'est ça qui vous a fait sortir cette semaine, votre de la pédagogie. Moi, j'ai travaillé dans la commission spéciale. Et je trouve aussi que parfois, peut-être parce que pour le moment, tout le bureau n'est pas encore installé. Parfois, il faut vraiment que nous, politiciens, fassions preuve de pédagogie. C'est-à-dire qu'on explique ce qu'on fait. Parce que les gens sont à l'Assemblée, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors que nous sommes dans la représentation nationale, quelle que soit l'appréciation, comme je l'ai dit encore, subjective qu'on en fait, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale communique davantage. Le site de l'Assemblée nationale n'est pas... C'est un fourre-tout quand vous allez sur le site de On espère qu'on va pouvoir l'améliorer. Parce que en réalité, on n'explique rien, qu'on ne comprend rien sur le site Internet. Et que peut-être, au niveau du chargé même de communication de l'Assemblée nationale, qu'on puisse mieux expliquer les choses. Parce que c'est quand même une dizaine d'articles qui ont été modifiés. Sur la dizaine d'articles, il y en a un seul qui a été retoqué. Donc ça ne veut pas dire que tout le règlement intérieur a été retoqué. Mais qu'il y en a un qui a été retoqué sur une dizaine, je ne trouve pas qu'on ait fait un si mauvais travail que ça. Est-ce que cela veut dire que dans un
en fait, dans un futur proche, vous allez reprendre ce qui a été retoqué. Non, bon, maintenant, c'est que, vous savez, moi, je parle en tant que député Jerry Tama. Je ne peux pas parler ni au nom de tout le groupe des 3 députés du net, encore moins au nom de l'Assemblée nationale. Mais en termes de procédure, c'est que là, ce qui a été retoqué va retourner en plénière et la plénière décidera exactement s'il va avoir une réécriture de l'article qui a été remis en cause, à savoir l'article 9, ou alors si la plénière va se contenter de cet article 9 là, je ne peux pas me prononcer au nom de l'article de la plénière qui se prononcera. Mais vous savez, moi ce que j'apprécie, c'est que c'est comme ça que les institutions doivent fonctionner. C'est bien, les députés ont voulu innover. Sur les 10 innovations, il y en a une qui n'a pas été qui a été retoquée par la Cour constitutionnelle, c'est pas fait. Ça veut dire quand même que il y a un travail qui est fait et que quelque part aussi quand même la Cour constitutionnelle veille à ce que nous ne sortons pas des limites de la Cour constitutionnelle. Vous savez que toute loi qui est avant promulgation, quand une fois qu'elle a été votée à l'Assemblée, d'abord elle est soumise dans les 15 jours au président de la République et ensuite elle est soumise à la Cour constitutionnelle qui s'assure qu'elle respecte bien entendu notre Constitution. Donc c'est bien que qu'on montre une fois d'ailleurs que la Cour constitutionnelle veille au grain, joue pleinement son jeu, et que la nouvelle Assemblée fait preuve d'innovation, fait preuve de productivité, et que veut changer réellement les choses. Tant qu'à faire, moi je trouve que c'est pas mauvais. Vous venez de dire qu'il faudrait attendre peut-être une prochaine séance pour voir ce que les autres députés pensent de la situation, mais vous avez écrit cette semaine ce que j'ai dit tantôt, faites de la pédagogie en politique. Il y a ce bout de phrase que j'ai mis dans mon introduction, il faut juste savoir que sur le fond, rien n'est perdu parce que l'Assemblée nationale peut prochainement modifier directement l'article 54 et y intégrer les dispositions rejetées. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez, sur l'article 54 qui, on ne va pas rentrer dans les détails, dit que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale sont élus pour la législature. Et dans les conditions définies par les règlements intérieurs. Nous avons voulu, et je l'ai expliqué dans l'article que j'ai écrit, c'est que, par exemple, si vous prenez la législature précédente, au départ, l'opposition parlementaire et la majorité de s'entendant pas avaient refusé de rentrer dans le bureau. Et quelques années plus tard, même une année plus tard, les gens avaient dit, tant qu'à faire, maintenant qu'on a aplani certaines de nos difficultés, pourquoi ne pas rentrer dans le bureau? Mais une fois que c'était dit que le bureau ne pouvait plus bouger, personne n'a bougé, les choses sont restées en l'état jusqu'à la fin. Donc, nous avions essayé de dire, écoutez, pourquoi ne pas, comme c'est dit que c'est dans les conditions prévues par le règlement intérieur, pourquoi ne pas innover? En voyant, en essayant, vous pensez bien que si c'était quelque chose d'entendu, peut-être que les députés seraient allés, comme on le dit dans toute chose, nous taper sur la bouche des juges pour savoir si ça passe ou pas. Mais il y a une vraie séparation. Donc aujourd'hui, cet article-là ayant été retoqué, si demain il y a révision de la Constitution, puisque la Constitution, vous savez, dans l'article 144, c'est les 4/5 des députés qui peuvent modifier la Constitution. Si demain il y a modification de la Constitution, les députés peuvent, à loisir d'ailleurs, décider de modifier l'article 54 et permettre que le renouvellement éventuel, mais il faut bien préciser éventuel. Vous savez, parfois, là aussi on va faire un peu de pédagogie, c'est pas parce qu'on dit que le président est renouvelable toutes les années que on le renouvelle toutes les années, parce que je ne vois pas une seule assemblée qui souhaiterait fragiliser autant son bureau à changer de président toutes les années. Mais c'est renouvelable parce que ça permet, ça laisse une fenêtre pour que s'il y a des conditions qui permettent, ou bien qui nécessitent un renouvellement, qu'on le fasse sans être obligé de recourir à l'article 5 et à l'article 15, où on parle de démission ou de censure. Démission, ça veut dire que la personne se reproche quelque chose, et censure, ça veut dire que les autres lui reprochent quelque chose. Donc c'est tout simple. Mais il n'en reste pas moins que si les députés jugent que ce renouvellement-là leur tient à cœur, il est évident qu'aujourd'hui, je pense que, vu que cet article a été accepté à modification à l'unanimité, que ces députés-là peuvent décider quand besoin sera de modifier l'article. Vous savez que cela fait le buzz, comme je l'ai dit tantôt, partout sur les réseaux sociaux notamment. Mais quelles ont été les motivations qui ont conduit à ce que vous décidiez comme ça et d'introduire cette limitation? Vous m'écoutez pas quand je vous écoute. Je vous écoute. Je vous ai dit que l'une des raisons, c'était
que dans la législature, oui, dans la flexibilité, dans la législature précédente, il y avait eu dès le départ. Est-ce que quelque part, il n'y avait pas cette flexibilité avant dans les rapports entre les présidents? Non, vous savez, le problème, c'est que dans la législature dernière, je ne veux pas vous faire un dessin, mais les gens ne se parlaient pas. Mais qui est qui, par exemple? Non, entre la majorité et l'opposition parlementaire, ils ne se parlaient pas. Tant que ça, le nombre de fois où vous avez l'opposition parlementaire qui quittait la salle. Mais ça a quel rapport avec la présidence? Non, je vous dis que dans ceux qui ont introduit, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir qui a introduit la proposition, mais l'un des arguments qui nous a paru assez plausible, c'est que le bureau reste figé. Et que ce bureau qui reste figé, si vous avez des rapports qui étaient peut-être désastreux au départ, et que ce rapport évolue, et que vous dites, tiens, ce serait bien. Vous savez que dans la législature précédente, tout le bureau était complètement pris par le Parti UNIR. Il n'y a pas l'opposition parlementaire dans le bureau de l'Assemblée nationale, sur la législature dernière. Et sur les explications, certaines explications qui nous ont parvenues, c'est que quand à un moment les gens finissent par s'entendre sur la possibilité de rentrer dans le bureau, le fait que le bureau a une durée de la législature, on ne pouvait pas le faire. Donc pourquoi ne pas donner la possibilité, la flexibilité que au cours de mandature, à la fin de chaque année, s'il y a une possibilité, s'il y a une nécessité de changer, qu'on peut le changer. Mais ça ne veut pas dire vous prenez beaucoup de pays, vous prenez le Sénégal, vous prenez la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que le mandat du bureau, la durée du mandat du bureau fait une année que systématiquement on le modifie. Parce qu'il y a aussi, il faut tenir compte aussi il ne faut pas fragiliser votre Assemblée nationale qui change de président ou bien de bureau tout le temps. Mais avoir la possibilité de le changer ne veut pas dire qu'on le change systématiquement. C'est tout. Bon, maintenant, après, ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle. Mais je répète quand même que si c'est une mesure qui paraît absolument importante à l'Assemblée peut, lors d'une session ordinaire ou extraordinaire, décider de modifier la Constitution en son article 54. Et s'ils ont le quorum des 4/5e, ils le feront. Certains parlent d'un faux départ. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Non, du tout, du tout. Moi, je pense que on a montré. C'est peut-être parce que les gens se sont focalisés uniquement sur l'article 9. Sans tenir compte qu'il y a énormément de modifications qu'on a faites. Je vous ai parlé de 10 articles, c'est pas rien. Que sur 10 articles, ou bien 11 articles même en réalité, que 11 articles, il y en a un qui a été retoqué, et puis 10 ont été acceptés. Donc, pour ça, moi, je pense pas que ce soit quelque chose de mauvais, d'autant plus que nous avons eu à cœur à introduire la notion du genre. Et la notion du genre, aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers et des milliers de Togolaises qui aimeraient bien quand même qu'à toutes les instances, qu'on tienne compte quand même du fait qu'on a 52% de femmes dans notre pays et qu'on doit leur donner plus de responsabilités. Et donc ça, je pense que ce sont des innovations qui n'ont jamais été faites par le passé et qui sont en réalité très bien pour le genre dans notre pays. Et à la limite, on ne veut pas qu'on nous applaudisse, mais qu'on comprenne quand même que c'est une assemblée de travail. Est-ce qu'à la limite, on peut dire que les Togolais s'inquiètent pour rien? Ou du moins ceux qui interviennent dans le débat, est-ce qu'ils s'inquiètent pour rien? D'abord, c'est que c'est le règlement intérieur, donc c'est le règlement des 91. À la limite, ça concerne les 91, donc il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que même si... Mais si vous représentez le peuple togolais, ce que je veux dire, c'est que c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée nationale, éventuellement, et je ne vois pas un seul député s'inscrire dans cette logique-là, que l'Assemblée nationale décide de changer même son président tous les ans, s'il n'y a pas d'impact et d'incidence budgétaire hors du budget de l'Assemblée nationale, à la limite, il n'y a pas de souci. Mais je vous répète encore que l'objectif était de rendre plus souple le fonctionnement du bureau. Et cet objectif-là, je pense que s'il reste un impératif pour les députés, il pourrait éventuellement être modifié quand la question de la modification constitutionnelle arrivera. Mais bon, je le répète encore, là, c'est un seul député qui est en train de parler, il revient à la plénière de décider de ce qu'elle voudra bien faire. Dans votre article fait de la pédagogie en politique, il y a cette conclusion qui passe partout et qui n'est pas compris par certains. Moi-même, je ne l'ai pas trop bien compris. Si vous dites que cette assemblée est illégitime, votre problème est où dans ce qu'elle fait? Non, mais c'est une pique à ceux qui, comme vous le dites, ceux qui trouvent que l'Assemblée nationale aujourd'hui n'a aucune légitimité. Si elle n'a pas de légitimité, à la limite, quelque chose qui n'a pas de légitimité, on ne s'en occupe pas. C'est pas pour vous, je ne sais pas, sauf si vous faites partie de ceux qui trouvent que l'Assemblée nationale actuellement n'est pas légitime. Mais à la fin, j'ai fait une pique à toutes ces personnes, parce que sur les réseaux sociaux, les personnes, parce qu'on finit par se connaître, vous savez, sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont été les plus critiques de ce petit incident, c'est eux qui, depuis le début, disent que de toute façon, l'Assemblée nationale actuelle est illégitime, qu'ils ne la reconnaissent pas. Et donc on dit, écoutez, si vous ne reconnaissez pas quelque chose, ça, tant qu'à faire, ce qu'ils font ne vous intéresse pas, tout simplement. Mais est-ce que vous faites référence à ceux qui ont boycotté?
Bah maintenant, si ceux qui sont boycottés se sentent piqués, ben, au fait, ça ne me gêne pas. Ça ne me dérange pas. Je trouve que de toute façon, nous sommes dans un pays où les acteurs politiques comme le mien ont de temps en temps et régulièrement eu le courage de prendre à contre-pied les positions d'autres formations politiques qui nous le rendent bien même d'ailleurs. Nous avons pris le choix de participer aux élections, d'autres ont pris le choix non seulement de boycotter mais d'empêcher la tenue des élections. Ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, ben voilà, on a une assemblée qui fonctionne. Et puis bon, ben j'ai entendu des gens dire que cette assemblée-là, on va mettre un terme à son fonctionnement dans de meilleurs délais. Ben écoutez, voilà, chacun vend les mérites de sa chapelle, sans aucun problème. Quelque part, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que Diri Tama voudrait dire que l'Assemblée nationale appartient seulement à certains et c'est seulement eux qui ont la possibilité de s'y intéresser? Ben non, si je remettais en cause les 59% de taux de participation, là oui, ben écoutez, on a fait une élection dont la CENI a présenté un chiffre de 59% de taux de participation. Moi, je n'ai pas été à Lomé, j'étais candidat à l'intérieur du pays, dans l'Est Mono, où je peux vous attester quand même que les gens sont sortis manifestement pour aller, massivement pour aller à ces élections. J'ai présenté que 13 listes et aujourd'hui, je n'ai pas les statistiques qui me permettent de dire en réalité si on a les 59% de taux de participation. Mais sur les 13 listes où j'ai présenté, je sais que dans des préfectures comme la préfecture du Golfe, le taux de participation était très très faible. Dans la préfecture d'Agoué, le taux de participation était moyen. Mais à l'intérieur du pays, sur les circonscriptions où je me suis présenté, je sais que la manipulation était importante. Mais encore une fois, je ne peux pas avoir de statistiques n'ayant pas couvert les 30 circonscriptions qui étaient en liste. Mais voilà, aujourd'hui, je ne peux pas considérer que l'Assemblée nationale n'est pas la représentation du peuple, puisque je m'inscris dans le taux de participation de 59% qui a été présenté, autant que je m'inscris dans le taux de 3 145 000 personnes qui se sont fait enrôler pour participer à ces élections. Le jour du vote, vous n'étiez pas à Lomé, vous l'avez dit, vous étiez dans l'Est Mono, vous avez été finalement élu. Mais votre élection surprend, par exemple, l'ancien député Dimoré, qui est originaire de la région. Il ne comprend pas que la population de cette localité-là vous ait choisi. Non, parce que, bon, j'ai écouté son émission. Pour un député comme Dimoré, pour qui j'ai beaucoup de respect, il faut aussi le dire, c'est dommage qu'il ne d'abord connaisse pas sa préfecture. Parce que vous savez, la préfecture de l'Est Mono, comme beaucoup de préfectures de notre région, surtout des plateaux, n'est pas composée uniquement que d'autochtones, que d'Ifè. Et puis j'aimerais peut-être lui rappeler aussi que les Ifè sont originaires pas du Togo mais d'ailleurs et qui sont venus s'installer dans notre pays. Donc résumer une préfecture aussi vaste aux Ifè est d'abord on va dire même une méconnaissance d'une préfecture. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous savez, dans la législature passée où lui-même M. Dimoré a été élu, il a été élu sur la même liste qu'un député qui s'appelle Awata, qui est aussi de la même origine ethnique que moi, Losso, qui a été élu et dont l'élection n'a pas été contestée. Donc aujourd'hui, avoir été à l'Assemblée nationale avec un député Kabié, un député Losso, ne pas contester l'élection de ces mêmes personnes-là, dans la même circonscription que lui, et trouver que un Diri Tama Losso ne peut pas être élu dans S Mono, vous voyez complètement que c'est beaucoup plus, quand vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître quand il court vite, c'est tout. Maintenant après, je comprends aussi parfaitement que certaines personnes regrettent un peu comment les choses sont passées, mais Vous parlez de manque de fair play? Non, c'est pas un manque de fair play, c'est un manque de réalisme politique. Parce que vous ne pouvez pas, en connaissant la préfecture de l'Est Mono, il y a 4 grands groupes ethniques dans l'Est Mono. Vous avez les Ifè, vous avez les Évé, vous avez les Kabié, vous avez ce qu'on appelle affectueusement les Losso, qui sont des Nauda. Et donc, réduire une grande préfecture de l'Est Mono uniquement à des Ifè, c'est mal connaître sa préfecture, ça n'a pas de sens. D'autant plus, je répète encore que sur la législature passée, sur les 3 députés de l'Est Mono, il y avait un Losso, un Kabié et puis un Ifè. Donc, d'ordinaire, en fait, les gens sont candidats dans leur préfecture. Vous avez choisi de ne pas être candidat dans votre préfecture. Ma préfecture d'origine, c'est où? Est-ce que c'est pas Dofelgou? Non, du tout. C'est où? Ma préfecture d'origine, c'est Agoué. Parce que on est préfecture d'origine de là où on habite, là où on travaille. Moi, je vais à Siou, je ne suis pas né à Siou, je suis né à Lomé. Je vais à Siou parce que mon père... Si nous prenons que c'est Agoué, pourquoi vous n'êtes pas allé à Agoué? Mais c'est ce que je vous dis. Moi, depuis, ça fait maintenant 5 ans que j'ai une maison à l'Est Mono, que j'ai des champs à l'Est Mono, que quand vous prenez les résultats de 2015, après peut-être Lomé et peut-être Kosa,
Là où nous avons fait le meilleur résultat, c'est dans l'Est Mono. Je suis un homme politique, je regarde là où j'ai les plus grands nombre de chances, et là où j'ai le plus grand nombre de chances, c'est là où j'ai des personnes qui s'associent à mon activité. Aujourd'hui, vous allez à l'Est Mono, même vous demandez à M. Dumont-Auré, vous dites, montrez-moi votre maison à Kamina, il va vous la montrer. Il va montrer la maison de son papa. Moi, j'ai une maison à l'Est Mono. J'ai des champs, un peu plus de 30 hectares à l'Est Mono que j'exploite. Vous demandez à M. Dumont-Auré, montre-moi ta maison à Kamina. Il va pas montrer. C'est la maison de ses parents qui sont là-bas. Non, en fait, vous voulez dire qui n'a pas de domicile là-bas? Je dis, dites-lui de montrer la maison qu'il a construite là-bas. Donc, en réalité, ce problème-là n'a pas de sens. Le problème, vous êtes élu là où les gens vous aiment et là où les gens s'associent à votre programme, c'est tout. Nous voulons construire une nation où chaque Togolais, où qu'il soit sur notre territoire, se sent chez lui. Vous savez, moi, à Kara, j'ai des gens qui sont des minants, qui sont bérets rouges, qui sont arrivés, qui sont installés à Kara, dont les enfants font Evala, sans aucun problème. Parce qu'ils sont tellement installés dans la région, dans la préfecture de la Kosa, que personne ne les traite de Evé, Gain, Mina ou tout ça. Parce que nous avons une chance extraordinaire dans ce pays, c'est que nous nous acceptons. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle préfecture du Togo, vous allez trouver des Losso installés, des Kabia installés, mais qui se reconnaissent tellement comme fils du milieu qu'ils ne vont pas vous dire qu'ils sont de ci ou qu'ils sont d'ailleurs. Et c'est une richesse. Je pense que notre diversité, l'altérité que nous avons dans notre pays est une richesse. Et ceux qui essayent, sans succès d'ailleurs, heureusement, de limiter certaines personnes en disant lui il est originaire d'ici, mais ces gens-là ils ne réussissent pas. C'est pour ça que M. Dumont-Auré aujourd'hui se trouve hors de l'Assemblée. Parce que si on ne comprend pas que notre diversité, notre altérité est une richesse et que nous avons besoin de l'entretenir et que quand vous êtes installé quelque part et que les gens vous acceptent, vous êtes originaire de là. Au-delà de votre élection, oui. Djeri Tama, dans l'Est Mono, il y a aussi une autre élection qui suscite des polémiques. Non, mais bon, on est bien d'accord que notre élection, en dehors de, on va dire, des délires de notre ami ancien député, ne souffre de. Non, je ne sais pas si c'est des délires, en fait. Bah oui, j'ai rapporté ces propos. Non, mais je vous dis, moi, je les qualifie de délires parce qu'il a été élu avec un lot socialiste en 2013, sans aucun problème. Il y a aussi le cas de Bassa, où on a vu la sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président par intérim Abbas Bonfo, et cadre de UNIR. Et il n'a pas compris également que votre parti soit élu là-bas. Il faut que M. Abbas Bonfo, pour qui j'ai beaucoup de respect, apprenne à connaître les gens de son milieu, puisque notre tête de liste qui a été élue là-bas est même de Kabou. Et ce qui me rassure, c'est que après sa sortie un peu hasardeuse, ils sont réconciliés. Là, aller voir la personne disant que le problème est fini. Parce que la tête de liste du net, de Bassar et aussi de Kabou, qui disent que le candidat de net qui a été élu dans Bassar est un inconnu, c'est pas notre faute s'il ne connaît pas les gens de Bassar. En 2013, Mme Koubouka, qui a été élue de Sursaut Togo, elle était aussi une inconnue. À l'époque aussi. Est-ce que c'est une question d'inconnu ou c'est une question de suffrage exprimé? Maintenant, la question, c'est qu'il y a deux choses. Hypothèse numéro 1, vous considérez que l'élection de quelqu'un a été volée, vous faites un recours. Et vous avez vu qu'à l'issue de la proclamation de l'État la CENI, il y a un recours qui a été reçu favorablement au niveau de la préfecture de Vaud. Donc, l'hypothèse numéro 1, c'est que vous faites un recours parce que vous considérez que vous avez gagné, vous avez les éléments qui vous permettent de faire le recours. Hypothèse numéro 2, vous n'êtes pas content, je pense que c'est beaucoup plus dans ce cas-là, vous exprimez votre mécontentement. Je parlais tout à l'heure de la légitimité, de la légalité. Légitimement, vous considérez que la personne n'a pas gagné, mais sur le plan local, aujourd'hui, M. Nyandi est député du net au niveau de l'Assemblée nationale, confirmé par la Cour constitutionnelle, et pour nous, il n'y a pas de polémique là-dessus. Est-ce que cela n'écorne pas un peu l'image de votre parti politique, notamment dans Bassa? Non, ça écorne beaucoup plus, je pense, la crédibilité de M. Abbas Bonfo. Parce que je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un président de l'Assemblée nationale qui a été longtemps... Mais il n'est pas n'importe qui, Abbas Bonfo. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer un seul instant qu'un ancien président du Togo par intérim, qui a été longtemps président de l'Assemblée nationale, fasse preuve d'autant de légèreté. Parce que quand il y a une élection, si vous avez des éléments de contestation, vous savez où est-ce qu'il faut poser ces contestations. Vous ne pouvez pas sortir hors du cadre légal de la contestation et faire des commentaires. Mais je vous l'ai dit, nous aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que est-ce qu'il y a des recours à la Cour constitutionnelle? Pour mémoire et pour ce que nous savons, il n'y en a pas eu en ce qui concerne le siège de Bassar, et ça nous suffit largement. Quand on parle de légèreté, est-ce qu'on ne peut pas la généraliser un peu partout sur ce processus qui a fini le 20 décembre? Parce que sur le recours dont vous faites cas dans le Vaud, Guillaume Kodjo, il a dit qu'il n'a pas accepté ce qui a été fait. Oui, c'est pour ça que je vous dis, moi je suis un acteur politique et je ne fonctionne que dans le cadre de la loi.
C'est-à-dire que si demain, après le 20 décembre, on avait dit, ou bien après la proclamation des résultats, on avait dit qu'il y a eu un recours à Bassaré, que la Cour constitutionnelle donne ses résultats, une fois que la Cour constitutionnelle donne ses résultats, je peux ne pas être d'accord, mais il est évident que je me soumets à cette décision. Parce que justement... Même si c'est une mauvaise décision. Mais maintenant, je ne peux pas... La justice, on dit la loi est dure, mais c'est la loi. Elle peut être injuste, mais c'est la loi. Si je veux agir dans le cadre des institutions de mon pays, si je veux respecter la loi de mon pays, je peux trouver au niveau personnel que, écoutez, la décision n'est pas correcte, mais je suis obligé de m'y soumettre ou éventuellement de faire appel à toutes les institutions supranationales qui existent sur la Cour de justice de la CEDEAO, ainsi de suite. On l'a vu par le passé quand des députés de l'ANC ont été exclus de l'Assemblée. On a vu qu'ils ont saisi, après avoir saisi la Cour constitutionnelle, qui les a déboutés, ils ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO qui les a donné raison. Donc les moyens de recours existent. Si vous pensez que les juridictions nationales ne vous ont pas donné raison, vous pouvez éventuellement saisir d'autres juridictions supranationales. Vous nous écoutez au D12 de Pyramide FM. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, le député Djeri Tama. Et la tradition veut qu'à partir de cet instant, les auditeurs puissent participer à l'émission sur 2 numéros. Je rappelle ces numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70 43 09 70. Et nous allons insérer le premier auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Pierrot. Oui, on vous appelle comment? Taoufik. Taoufik, vous êtes fidèle au poste. Salut monsieur Yéritama. Bonjour. Vous voulez rentrer dans une nouvelle législature avec un bureau provisoire qui viole la Constitution et rapidement mis au pas par la Cour constitutionnelle. Comment est-ce que vous êtes entendu avec l'UNIR et ses indépendants, l'UFC et les autres partis pour que vous envoyez un test anticonstitutionnel à l'Assemblée nationale? Merci. Bien, merci. Réponse. Bon, écoutez, je pense que je vais répéter la même chose au moins une dizaine de fois. Je répète, primo, que sur les révisions qui ont été introduites au niveau du règlement intérieur, on a eu 11. Il y a eu uniquement l'article 9 qui a été retoqué par l'Assemblée nationale. Et je répète, et pas la Cour constitutionnelle, je répète encore que la Cour constitutionnelle est dans son droit de retoquer une proposition, si elle trouve qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle, même sur la législature précédente, il y a eu un texte soumis par l'Assemblée nationale, voté par l'ensemble des députés, concernant les prérogatives de la HAC, qui a été retoqué par la Cour constitutionnelle. Donc on ne vient pas d'inaugurer une nouvelle ère. Ça a existé à plusieurs reprises. La Cour constitutionnelle a même à plusieurs reprises donné même raison à l'opposition, en l'occurrence à M. Jean-Pierre Fabre, sur certaines réquisitions. C'est dans l'ordre normal des institutions. L'Assemblée nationale propose et la Cour constitutionnelle redresse. Il n'y a absolument aucune antinomie. Sur 11 articles, il y en a un qui a été rejeté. Je pense que si vous allez en examen, que sur 11 points, vous gagnez 10, je ne pense pas que vous allez considérer que vous avez mal fait votre épreuve. C'est à l'unanimité que vous avez adopté ce règlement intérieur. Est-ce que cela veut dire que l'avenir paraît rose au niveau de l'Assemblée nationale? Ah non, du tout. Je peux vous dire que d'abord, avant qu'on en arrive à cette unanimité, il y a eu énormément de discussions, même rien que dans la commission où moi j'étais présent, on a fait au moins 6 sessions. Et pour ceux qui étaient même à l'Assemblée, le jour de la plénière, ils peuvent vous dire qu'il y a eu plusieurs interruptions parce que beaucoup de députés, y compris même de la majorité, n'étaient pas d'accord sur certaines propositions. On a beaucoup discuté avant de finir par trouver une position. Cette position-là, qui était une position médiane, n'a pas été acceptée par la Cour constitutionnelle, mais je le répète encore, 11 sur 10, 1 sur 11 n'est pas quelque chose de si mauvais que ça. Deuxième auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? C'est Bozambo. Ok, bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Bozambo. J'aimerais dire que, monsieur honorable, vous savez, le prix des Togolais, des fonciers togolais, il y en a problème que vous-même vous connaissez beaucoup. Vous avez déjà arrivé à l'Assemblée. Donc il faut faire quelque chose pour sauver nous, les citoyens, à côté des fonciers, à côté de chefferies, à côté des réformes. Donc les choix là que nous, les Togolais, nous voulons. Donc je prie que ce n'est pas l'opposition qui bloque les choses, mais c'est le parti au pouvoir qui bloque les choses. Vous, comment l'effort que vous allez faire pour décortiquer tout ça là, pour avoir
la majorité des populations, que la population soit employée. Vous avez en train de dire quelque chose maintenant que si vous avez fait la loi, est-ce que ça va profiter à d'autres personnes? La loi ne se profite pas à une seule personne, ça profite à tous les Togolais. Vous êtes partis là-bas pour faire la loi à nous les Togolais, pas à vous, pour notre parti. Merci et bonne journée. Bien, merci Bozambo pour votre intervention. Les inquiétudes concernant la question des fonciers, la question de la chefferie traditionnelle et des réformes politiques. En réalité, il faut dire que oui, c'est l'une des plaies dans notre pays, la question liée à la terre, la question liée à la chefferie traditionnelle. Est-ce que vous avez un rôle à jouer là-dedans? Non, vous savez, moi, aujourd'hui, je pense que, à la limite, c'est pour ça, je crois qu'il faut qu'on accélère rapidement. C'est le manque de pédagogie. La session de plein droit, c'est juste mettre en place le bureau et ses composantes. Après, le vrai travail commence officiellement à partir de la session du mois d'avril, qui est la première session. Et j'aimerais bien, je suis dans la même logique que M. Bozambo et beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent. Aujourd'hui, nous avons un bureau qui est là, qui est ouvert 24 heures sur 24. À l'Assemblée, maintenant, c'est bien, les députés ont des bureaux. Moi, j'aimerais bien que les Togolais viennent nous voir ou bien nous écrivent. Vous savez, moi, je suis sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît mes contacts. Et en nous disant, ben, écoutez, nous souhaiterions qu'il y a tel sujet, tous les sujets, qu'on puisse les prendre. C'est pas tous les sujets qu'on va réussir à faire passer, mais qu'on puisse prendre les sujets qui intéressent les Togolais. Le foncier, c'est dans notre projet. Aujourd'hui, nous parlons de l'assurance maladie universelle. Quand vous tombez malade aujourd'hui, si vous n'êtes pas un fonctionnaire, vous hésitez même à aller à l'hôpital parce que quand vous arrivez, même les soins, si vous n'avez pas d'argent, on ne s'occupe pas de vous. Aujourd'hui, nous parlons des transports publics parce que les Togolais dépensent beaucoup d'argent pour le transport public, là où ils devaient peut-être le dépenser pour autre chose. Aujourd'hui, nous parlons des loyers. Les loyers au Togo, surtout les histoires d'avance, n'importe quel locataire se lève le matin et dit, bon, avance 24 mois. Mais si vous avez l'argent des 24 mois, vous ne serez pas en train d'aller vouloir être en location quelque part. Donc, tous les moyens qui doivent protéger, améliorer le quotidien des Togolais, ça fait partie de ce que nous allons essayer de faire. Et donc, si j'ai un appel à donner, c'est de dire, tous les Togolais qui m'écoutent, qui peuvent m'appeler ou bien qui peuvent envoyer, que ce soit par le biais de ma page Facebook ou bien par le biais de tous les moyens qui peuvent me conduire, dites, ben, Monsieur Tama, nous souhaiterions que vous abordiez cette question. Il y a la plupart des questions, nous les savons parce que nous vivons au Togo, les réalités de tous les Togolais. On les a, mais parfois il y a des choses qui nous échappent, qu'on essaie de voir. Est-ce que c'est du domaine de la législation? Parce que toutes les questions ne sont pas forcément du domaine de la législation. Un député, c'est légiférer, contrôler l'action de l'État, mais faire du lobbying aussi. Et donc, ce qui ne relève pas du contrôle de l'action de l'État, ce qui ne relève pas de la législation, oui, on peut faire du lobbying, on peut aller voir les ministres, on peut aller voir les directeurs, on peut même parfois intervenir pour suspendre quelque chose parce que c'est une injustice criarde et peut-être même, honnêtement, venir, ne serait-ce que ici, parce que pendant que nous parlons ici, là, tous les ministres nous écoutent, hein, peut-être simplement venir sur un média de grande écoute comme le vôtre, soulever un problème, va peut-être connaître son début d'exécution parce que ce sont des députés qui en parlent. Donc c'est l'action citoyenne que je voudrais avoir durant les 5 ans que, bon, ben, c'est sur des histoires de légitimité, légalité, honnêtement, bon, nous sommes là pour 5 ans, on va faire le job. Troisième auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Kofi. Kofi, allez-y. Ouais. Monsieur Thierry Tama, bonjour. Bonjour. En tant que député, vous n'êtes pas critiqué maintenant sur le plan national. Bon, nous au Togo, nous voulons les réformes avant les élections. Donc, quand est-ce que vous êtes député, donc il faut faire tout pour que les réformes soient faites pour tous les Togolais. Les réformes en normes et formes en normes. Bien, on a compris, cher ami Kofi. Réaction. Non, ben écoutez, on est dans la même logique. Hein. Nous, on aurait souhaité que les réformes se fassent à l'Assemblée nationale avant les élections du 20 décembre. Ça n'a pas été fait. Actuellement, ça fait partie de notre priorité. Dieu merci, ça fait aussi partie de c'est aussi la priorité de la majorité au pouvoir. Donc, j'espère que juste après la session de plein droit, qu'une fois que le bureau de l'Assemblée sera mis en place, qu'on pourra même éventuellement, lors d'une session extraordinaire, faire les réformes avant même la tenue des élections locales que nous souhaitons dans les meilleurs délais. Donc je crois que nous sommes dans la même logique. Hein. Aujourd'hui, faire les réformes avant toute autre élection, à savoir les élections locales et surtout les élections présidentielles de 2020. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est M. Rodrigo à Kaïpako. Oui, allez-y. Pardon, je voudrais demander à Thierry Tama savoir si je peux avoir fait contact après ce jour de voir où on se parle.
Bien, vous aimeriez avoir le contact de directement, vous allez l'appeler à la fin de l'émission sur le numéro de la radio ou également, il peut vous donner si non, moi, ça me gêne pas, ça m'a jamais gêné. Si un élu national, donnez mon numéro de téléphone, ça ne me gêne pas. Allez. Vous pouvez m'appeler sur le 99 53 53 23. Bien, merci. Je crois que les auditeurs ont noté. Vous rappelez 99 53 53 23, c'est mon numéro direct et je réponds toujours à ce numéro-là, il n'y a pas de problème. Bien. Un autre auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Quel est votre nom? C'est M. Kokou. Kokou? Oui, M. Pierrot. Oui, allez-y. Bonjour, M. Djelitama. Bonjour. Tout ça, M. Djelitama. Avant les élections, est-ce que vous avez demandé de quitter la CENI? Vous avez dit que même vous êtes à la CENI, mais si les réformes ne sont pas faites, vous ne participerez pas aux élections. Et je voudrais vous demander, est-ce que les réformes ont été faites avant que vous ne participez à ces élections? Secondo, vous venez de dire que en commission, les débats ont été roulés et beaucoup n'ont pas été d'accord sur la loi. Maintenant, avec quoi vous avez voulu aujourd'hui, quand vous avez voté à l'unanimité cette loi, que vous n'êtes pas d'accord? On sait que lorsqu'on dit non, lorsqu'on n'est pas d'accord, on dit non. Maintenant que vous n'êtes pas d'accord, même si vous avez voté la loi là, est-ce que vous allez nous prouver maintenant que vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi cette montée à l'unanimité? Vous allez nous dire aujourd'hui que, comme d'autres, vous êtes porté par le pouvoir pour l'accompagner. Que votre n'explique pas ce que les gens disent sur vous. Bien, merci. Merci, Kokou. Merci, Kokou, pour les deux questions. C'est noté. Non, mais je pense que il faut peut-être parfois mieux écouter les émissions. Nous avons, quand le 23 septembre, le comité de suivi nous a demandé de quitter la CENI, nous avons quitté, nous avons été le premier d'ailleurs, a dit que nous étions... Est-ce que vous avez vraiment quitté? Écoutez, quand vous quittez la CENI, vous attendez qu'on vienne vous remplacer pour passer les dossiers. Maintenant, si personne ne vient vous remplacer, vous restez jusqu'à ce qu'on vous remplace. Mais justement, est-ce que c'est pas trop dit que de dire on a quitté la CENI quand on nous a demandé de quitter la CENI? On a dit le 23, il y a eu la conférence. On vous a demandé de quitter, mais vous n'avez pas quitté puisque personne n'est venu vous remplacer. Justement, nous avons dit, nous étions prêts à quitter. Maintenant, on attend que ceux qui doivent venir nous remplacer viennent nous remplacer. Parce que le truc, c'est que si nous étions encore partis de la CENI sans passer les consignes à ceux qui nous remplaceront, aujourd'hui encore on nous dirait, vous avez voulu bloquer, ou bien vous êtes partis sans que les gens qui doivent venir vous remplacer. Bon, ça c'est le premier élément. Nous n'avons jamais associé la tenue des élections aux réformes parce que, encore une fois, il faut qu'on dise quelque chose aux Togolais que les Togolais ne comprennent pas. Les réformes constitutionnelles validées par la C14 sur la base de la proposition de l'expert sénégalais n'ont absolument aucune incidence sur les élections législatives. Quand vous prenez l'article 59, l'article 60 et l'article 100, éventuellement, la seule incidence qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est la composition de la Cour constitutionnelle. Mais avec le rapport de force actuel que nous avons, la proposition de l'expert sénégalais fera de toute façon une Cour constitutionnelle qui est dominée par le parti au pouvoir. Si les relations et si les forces en présence à l'Assemblée nationale ne changent pas. Donc, il n'y a absolument aucune corrélation entre la tenue des élections législatives et les réformes constitutionnelles. Et nous avons toujours dit que nous aurions souhaité que les réformes aient lieu à l'Assemblée nationale, mais nous n'avons jamais conditionné notre participation aux élections aux réformes, parce que les réformes aujourd'hui, celles que nous voulons, celles qui vont améliorer notre vivre ensemble. Et je rappelle aussi à l'auditeur que nous, les réformes que nous avons souhaitées depuis le 4 janvier 2018, c'est 26 articles qu'on veut en réforme. Nous, on n'est pas sur les réformes cosmétiques de 4 ou 5. C'est pas suffisant. Et maintenant, là aussi, je pense que parfois les gens n'écoutent pas les émissions. J'ai dit que les débats ont été houleux. Et jusqu'à ce qu'on obtienne une ligne médiane qui a été validée par tout le monde. C'est comme ça les débats se font. Les débats font que vous n'êtes pas d'accord, vous demandez des choses, et après vous finissez par avoir une ligne médiane que vous acceptez ensemble. Je ne dis pas que nous n'étions pas d'accord, que personne ne force personne à voter pour ou contre. Mais il y a des exceptions, il y a des réserves qui ont été émises. On a discuté et puis à la fin on a eu une position médiane. Je ne vais jamais me dédouaner de la décision qui a été prise ensemble par l'ensemble des députés concernant le règlement intérieur. Allô? Mais allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment et votre question? Allô? Je crois que cet auditeur, on a du mal à discuter avec lui, on va derrière. Oui, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Je m'appelle Komi. Komi, votre question? Bonne heureuse année à vous, monsieur Derry. Bonne heureuse à vous aussi, santé et prospérité. Ok. Vous savez, quand vous avez fait vos explications tout à l'heure, il semble à croire que même si la Cour constitutionnelle a rejeté votre envie, l'envie y tient toujours. J'aimerais savoir, parce que vous avez dit que ça peut passer par des réformes constitutionnelles. J'aimerais savoir qui et qui sont dans l'UNI, qui sont durs de caractère, qui postulent pour le poste de président, que vous voulez rendre flexible. Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous voyez que le peuple a été les bras croisés, on vous a nommé. Et voilà. Non, s'il vous plaît. Non, si vous me parlez de nommer, je n'écoute pas ce que vous dites, parce que je trouve injurieux que vous veniez aujourd'hui parler à quelqu'un en lui disant qu'elle a été nommée. Non, ça, excusez-moi, monsieur Pierrot, mais je souhaiterais, mais je souhaiterais quand même qu'il y ait des expressions qui soient évitées si la question est adressée à moi, je vous en prie. Quand moi je donne un mot, je peux l'expliquer pour vous. Non, mais nommer, en ce qui me concerne, je recule ce mot, monsieur. Ok, je m'excuse pour vous. Merci. Et je continue en disant que, vous voyez, le peuple en question souffre déjà. Il y a dans l'article 54 une partie de loi organique qui dit que les anciens présidents doivent avoir une rémunération et qu'on leur doive une sécurité. Lorsque vous tenez à ce que l'article-là soit renouvelable, le poste du président soit renouvelable un an. 4 présidents ou bien 5 anciens présidents ont des conséquences financières pour le peuple, même si le budget de l'Assemblée nationale le permet. Pourquoi faire encore du mal ou bien du tort à ce peuple-là? Au lieu de prendre ces fonds pour construire, on va prendre ces fonds pour payer les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Pourquoi ce phénomène? Bien, merci. Merci. Oui, je pense que, bon, là, il y a beaucoup plus, on est beaucoup plus dans les jugements d'intention parce que moi, personnellement, sur les discussions, je ne sais même pas s'il y a des gens dans l'UNI qui veulent devenir président de l'Assemblée nationale. Vous savez, il n'y a pas de secret, nous ne sommes que 3 à l'Assemblée nationale. Si unir à des gens qui veulent devenir président national, ça les concerne puisque nous, même dans les rêves les plus fous, on n'aura pas de président originaire du net qui soit à la tête de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, pour nous, le motif qui nous a paru assez acceptable, qui peut expliquer qu'il y a de la flexibilité. Et j'ai encore expliqué, peut-être que l'éditeur doit nous comprendre que vous avez par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont des mandats renouvelables, mais ce n'est pas parce que quelque chose est renouvelable qu'on le fait. Vous n'allez pas imaginer une seule Assemblée nationale qui va remplacer son président toutes les années sous le prétexte qu'on veut favoriser qui que ce soit. Ça, c'est le deuxième élément. Je ne pense pas que ce soit dans l'esprit de ni cette Assemblée, ni notre Assemblée. Et troisième chose, j'aimerais aussi expliquer à notre auditeur que l'article numéro 15 du règlement intérieur permet à l'Assemblée nationale, soit par la voie de la censure, ou bien par la démission pure et simple du bureau, qu'on renouvelle le bureau chaque fois qu'on veut. C'est-à-dire que si, à la limite, même aujourd'hui, on décidait de renouveler le bureau même toutes les 2 semaines, il suffit tout simplement de lancer une motion de censure toutes les 2 semaines, on changera de président. Mais ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas l'objectif. Parce qu'une Assemblée nationale a besoin aussi de cohérence et de cohésion dans son fonctionnement. Je l'ai expliqué, c'est pas parce qu'on dit que c'est renouvelable ou qu'on dit qu'on renouvelle toutes les années. L'Assemblée peut faire les 5 ans avec un seul président, sauf que si en réalité on veut le changer, ça veut dire qu'on sait qu'au bout d'une année, on peut le changer éventuellement. Donc voilà, maintenant la question, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à partir du moment où il y a une Assemblée qui est là, je pense qu'il vaut mieux qu'on évite ce genre d'appréciation. Personnellement, je trouve que c'est blessant. Quelle appréciation? Les appréciations des gens qui ont été nommés. Écoutez, moi, vous savez, depuis le 27... Mais en fait, j'ai écouté ça plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Oui, mais oui, je veux... Non, ça vous gêne? Non, ça me gêne pas que quelqu'un le dise. Vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un rentre dans votre chambre et vous insulte. Il peut rester dehors et vous insulter, c'est son problème. Là, quand je viens dans votre émission, je suis votre hôte et donc je pars du principe que tout ce qu'on me dit directement, c'est un peu comme si on se mettait devant moi pour me dire des choses. Mais que quelqu'un aille sur son groupe ou bien machin tout pour dire député, non, mais ça ne me gêne pas, du tout.
Parce que moi, depuis le 27 juillet 2017, avant même qu'il y ait les manifestations du PNP, nous avions déjà dit que nous irons aux élections législatives en 2018 pour avoir 5 sièges. Et nous avions même, quand vous parlez d'Es-Mono, nous avions déjà, je vous ai dit, moi je suis à Es-Mono depuis près de 5 ans, nous avions déjà commencé à travailler dans l'Es-Mono en vue d'avoir comme candidat pour les élections législatives M. Djeritama. Donc nous avons juste déroulé un programme que nous avons arrêté. Si j'étais même venu une fois après chez vous ici pour parler des points essentiels de notre congrès, nous avons fait que dérouler le programme de notre congrès en ne regardant ni à gauche ni à droite, c'est tout. Bon, maintenant, moi ça ne me gêne pas qu'on dise quelque part que nous sommes nommés, mais bon, pas quand on me posait une question. Peut-être en vous posant à vous une question, mais pas me poser une question, dit qu'on est nommé. Est-ce que vous réservez le droit éventuellement de porter plainte si Non, du tout, du tout. Non, du tout. Non, du tout. Quand vous êtes en politique, ce que je dis, c'est que même quelqu'un, je vois ça sur les réseaux sociaux, les députés nommés, tout ça, ça ne me gêne pas. Parce que ça ne vous diminue pas. Non, mais écoutez, on va être à l'Assemblée. Sauf si en 2010, il y a un nouveau président qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Et en 2020, il y a un nouveau président. Puisque seul le président, un président de la République a la prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale. Sauf si en 2020, il y a un nouveau président qui décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous y sommes pour les 5 ans à venir, point. Maintenant que les gens, bon, moi, honnêtement, ça ne me gêne pas, mais il ne faut pas venir me le cracher au visage, c'est tout. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Papa Alpha. Monsieur? Papa Alpha. Pascal? Papa Alpha. Ok, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Djeritama. Bonjour. Je voudrais tout de suite vous cadrer sur un point que vous avez soulevé. L'article 15 que vous soulevez dans votre règlement intérieur n'est pas une nouveauté, c'est juste, disons, une concrétisation de l'article 54 de la Constitution. C'est déjà inscrit dans la Constitution qu'en cas de démission, qu'on passe à l'élection d'un nouveau président. Démission, décès ou censure ou toute autre cause. C'est ça. Donc, ne donnez pas l'impression que c'est vous qui avez inventé quelque chose. Ah non, on n'a pas touché à l'article 15, il était là, on ne l'a même pas modifié, monsieur. D'accord. Je reviens maintenant à mes questions. En fait, ça concerne les raisons que vous avez données pour les modifications du règlement intérieur. La notion du gérant que vous évoquez, c'est un faux problème à mon avis. Parce que quand on parle de doyen, le doyen, c'est la personne qui est la plus âgée. Donc ça peut être un homme comme une femme. On n'est pas obligé de préciser que ce soit une femme ou un homme doyen. Je pense que ce n'est pas un élément aussi important que vous devez mettre sur la place publique. Je vais sur un deuxième point. Quand vous parlez de flexibilité, je voulais déjà vous donner un exemple. L'article 15 déjà donne la possibilité d'arriver à cette flexibilité, en ce sens que lorsqu'il y a une démission, on peut procéder à l'élection d'un nouveau président. Donc ce n'est pas la peine encore de mettre dans la règlement intérieur, il faut changer de président chaque année. Sur le troisième point, voilà, je crois qu'un éditeur a déjà évoqué cela. Lorsqu'on fait tous les présidents chaque année, pendant 5 années de législature, vous imaginez tout le budget. Oui, en fait, ça a été déjà évoqué. Oui, mais il n'a pas précisé. Hein. Mais, oui. L'autre chose, au lieu de penser toujours à faire du temps pour ce règlement intérieur, Togo attend beaucoup plus des actions approfondies dans les institutions, dans la Constitution. On n'a pas besoin de faire encore un changement de règlement intérieur pour pouvoir remplir la poche des députés. Bien, merci, on a compris, cher ami Papa Alpha, pour en fait, votre intervention, on a compris. Réaction? Non, il n'y a pas d'autre chose. Je vous ai dit, expliquer. Mais est-ce que vous comprenez que la question revienne? Non, c'est que peut-être les gens n'écoutent pas. Encore que je ne suis pas le porte-parole de l'Assemblée nationale, mais je dis tout simplement que ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est renouvelable que toutes les années on aura un président de l'Assemblée nationale. Donc si c'était le cas, il le dit si bien, l'article 15 peut, mais l'article 15 a quelque chose de violent, c'est-à-dire que soit vous démissionnez, et ça veut dire que vous reprochez quelque chose, soit on vous fait censure, et ça veut dire que les autres vous reprochent quelque chose. S'il y a la flexibilité de renouvellement toutes les années, ça ne veut pas dire que, et je donne l'exemple du Sénégal,
et de la Côte d'Ivoire, c'est pas parce que dans ces pays, il y a une limitation. Vous savez même, par exemple, dans le règlement intérieur français, ils mettent même pas de limitation. Après, c'est l'Assemblée nationale qui décide. C'est pas un problème, mais je ne pense pas que les députés aujourd'hui auront un intérêt à multiplier le nombre de présidents de l'Assemblée nationale, tout simplement pour gréver le budget de l'État, où on aura en une législature 5 présidents de l'Assemblée nationale. Je vois pas quelle est l'utilité. J'ai pas l'impression que c'est dans cet esprit que cette proposition a été faite. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? C'est M. Bernard. Bernard, allez-y, votre question. Bonjour, notre invité. Bonjour. C'est quand vous avez commencé de ça là, ce n'est pas un conditionnel que vous avez été au Tara à la London de Rata. Je n'ai pas compris. C'est ma première inquiétude. Non, en fait, reprenez s'il vous plaît. Concernant l'article 54, que vous, de la Constitution, que l'Assemblée voulait, bon, ce n'est pas un coup d'État constitutionnel comme que l'Assemblée voulait organiser de Rata à la longue. Pourquoi vous parlez de coup d'État constitutionnel? Ma deuxième inquiétude, est-ce de pouvoir amener, qu'on appelle ça, les modifications que l'Assemblée présidentielle avait rejetées. Est-ce que vous, en tant que député au Parlement, vous allez voter ça? Soyez précis sur cette deuxième partie de la question. Je crois que l'auditeur, je ne l'ai pas trop bien compris. Mais en fait, il y a une constante depuis le début de cette émission sur la question du règlement intérieur. Je ne sais pas si dans l'histoire politique du Togo, un sujet lié juste au règlement intérieur de notre Assemblée nationale ait suscité autant de débats, de remous, de questionnements. Je ne sais pas. C'est parce que pour le moment, il n'y a rien sur le plan politique, donc c'est bien. On a donné un... Non, mais en fait, les gens s'occupent. Les gens s'occupent, c'est tout. Sinon, ça, c'est une question complètement subsidiaire. Je répète encore, il y a eu 11 articles qui ont été proposés. La Cour constitutionnelle en a retoqué un, et puis c'est tout. Maintenant, après, il y a une plénière le lundi prochain. Hypothèse numéro 1, la plénière prend acte, et puis on passe à la mise en place du bureau. Hypothèse numéro 2, la plénière dit, OK, on va reformuler, renvoyer. Mais je pense que les Togolais nous attendent sur autre chose. Nous allons voir si le prochain auditeur va avoir une autre question, autre que celle liée au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, Maglo, comment vous allez? Oh, ça va. Oui, ça va, allez-y. Moi, je me pose une question. Vous allez m'aider un peu à comprendre. Si la violation de l'article 54 de la Constitution qui a mené, lorsqu'ils veulent renouveler le règlement intérieur de l'Assemblée, cela ne relève pas du spirituel. Je vous dis ceci, s'il y a un acte à ne pas poser dès les premiers jours, ce n'est pas celui-là qui devait faire, surtout lorsqu'on connaît toute la polémique qui entoure cette Assemblée. Et cette violation a déjà un début. Lorsque le premier jour de classe, c'est-à-dire le jour où ils ont commencé, les nouveaux députés sont allés là-bas, il y a des gens qui baillaient, qu'on a vu à la télé partout. Et de deux, il y a des écarts de langage, des messieurs qui disent que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ça a déjà donné le ton. Bon, revenons maintenant à la Cour constitutionnelle, où on a dit que M. Assouma a rejeté cela. Non, nous sommes de vieux lourds dans la matière. Lorsqu'on initie une loi, un test, on se rapproche d'un spécialiste de ce domaine avant de fioler ça et de l'introduire. C'est que le spirituel, vous savez, nous disons en spirituel, ce qui est réel, c'est le miroir de l'irréel. C'est-à-dire le visible, c'est le miroir de l'invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut en être autrement. L'ordre est venu de très haut. On devait violer cette test-là. Et on ne sait pas comment ils ont pensé cela. Et ça devait être un passage en force. Monsieur Maglo. Attendez, je vais poser la question. Ça devait être un passage à force. C'est le spirituel qui l'a poussé à le faire. C'est bien, on devait s'approcher de lui, mais il veut le faire. La force invisible les a poussés à violer les terres. Parce que l'Assemblée même, contrairement à ce que M. Jerry Tama disait, non seulement elle est illégale, mais elle est illégitime. Oui, en fait, on déplaise à lui. Oui, quelle est votre question au final? La question, moi je voudrais dire, aidez-moi, je l'ai dit au début, c'est le spirituel qui jouait.
c'est le spirituel. Moi, c'est ce que moi je crois. Ok, bien. Est-ce que vous croyez la même chose que moi? Bien, merci, M. Banglo, pour votre question. Est-ce que vous croyez que c'est le spirituel qui a joué? Écoutez, moi je suis un acteur politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le spirituel et tout ce qui est proche du lumineux est purement subjectif. Ça concerne la relation de l'homme, de Dieu et des puissances que parfois nous ne maîtrisons pas. Je ne pense pas que ce soit un élément qui rentre, moi, dans mon approche politique. Je l'ai dit tout à l'heure, j'agis dans le cadre des institutions. Donc maintenant, il peut avoir son explication qui lui appartient, qui concerne les conclusions qu'il peut avoir. Mais ce que je reconnais, c'est qu'aujourd'hui, on doit plutôt féliciter la nouvelle peut-être démocratie naissante, qui fait que il y a une réelle séparation des pouvoirs, que le pouvoir législatif ait fait une proposition en ce qui concerne son règlement. Dans certains milieux, on dit que c'était fait sciemment, qu'on savait que cela allait être rejeté. C'est pour ça, il dit, moi j'ai travaillé dans la commission où on a été vraiment très francs les uns les autres. On a eu des discussions assez franches entre la formule qui est partie à l'Assemblée et la formule initiale. Il y a énormément de différences. Et puis voilà, je considère que c'est plutôt la consécration de la séparation du pouvoir. Le législatif a proposé sur 11 textes, sur 11 projets d'amendement. Il y a un qui a été retoqué. Et puis bon, maintenant, après, ça ne s'arrête pas. Il y a une plénière lundi prochain. Et je crois que ce serait bien. Ce qui est malheureux chez les Togolais, c'est considérer que tout ce que d'autres personnes font sans eux, leur présence est forcément mauvais. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mauvais. Je n'ai pas l'impression qu'on voudrait mettre en place une présidence tournante au niveau de l'Assemblée, mais je précise encore qu'il y a un argument qui est légitime, c'est pouvoir ouvrir une porte au niveau du renouvellement et du changement de responsabilité au niveau de l'Assemblée. Ça n'a pas eu l'assentiment de la Cour constitutionnelle, sur la base bien entendu de l'article 54. Maintenant, moi je crois qu'il y a l'auditeur précédent qui a dit une chose qui est importante. Il faut qu'on finisse rapidement cette session de plein droit. Souvent elle dure maximum 20 jours, on est en train d'atteindre la limite de cette session de plein droit. Logiquement, la session de l'Assemblée commence uniquement au premier mardi du mois d'avril. Mais pour moi, ce que je l'ai dit tout à l'heure, les questions, par exemple, de réforme constitutionnelle sont tellement importantes qu'il me paraît important d'ouvrir peut-être une brèche rapidement pour faire ces réformes-là. Parce que c'est là où les Togolais attendent cette nouvelle Assemblée. Son règlement intérieur, je ne dis pas que c'est pas important, mais je comprendrais qu'on nous juge si 3 ans ou 4 ans plus tard, on se rend compte que les présidents de l'Assemblée nationale ont changé toutes les années. En ce moment, on dira... Est-ce que vous êtes candidat à cette présidence? Non, du tout. D'abord, non seulement je ne suis pas candidat, mais avec mes 3 députés, je ne fais pas le poids. Il faut avoir le pragmatisme aussi. Pour la présidente de l'Assemblée nationale revient la plupart du temps au parti majoritaire. Aujourd'hui, à UNI, il y a quand même beaucoup de renouvellement, mais certains anciens sont restés, notamment l'ancien Premier ministre ou le Premier ministre démissionnaire, Classe Selom. Est-ce que c'est lui qui va être le prochain président de l'Assemblée? Je pense qu'il y a une série de communication dans UNIR. Je sais que vous avez beaucoup de capacité à faire venir les hommes politiques ici. Donc faites venir soit lui-même ou bien le secrétaire exécutif d'UNI qui pourront répondre à cette question. Moi, je peux vous répondre au nom du net en vous disant je ne suis pas candidat à ce poste-là, mais je peux malheureusement pas vous remonter. Mais faisons un peu de fiction, puisque vous connaissez quand même quelques sommitiers au niveau de l'Assemblée nationale. Qui peut occuper ce personnage? Honnêtement, Pierre aussi, vous pensez que je vais tomber dedans? Jamais. Je ne peux pas. Je pense que les supputations, c'est un jeu qui peut être fait par les activistes et ainsi de suite, mais on a une trop grande responsabilité à l'Assemblée nationale pour s'amuser à faire une supputation sur celui qui sera. Je pense qu'aujourd'hui, le profil qu'on peut souhaiter d'un président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui est le centre de l'écoute, c'est quelqu'un qui mette l'intérieur supérieur de la nation au-dessus, et puis quelqu'un qui soit rassembleur, qui puisse rassembler tous les courants politiques qui sont à l'Assemblée pour pouvoir, sur les décisions, ne pas s'appuyer uniquement sur la majorité mécanique. Dans ce cas-là, nous, on est perdu d'avance, mais quelqu'un qui puisse écouter les différents courants politiques qui existent à l'Assemblée pour pouvoir faire sortir des solutions qui soient intéressantes pour le peuple togolais. Je pense que c'est le profil maintenant. S'il y a des gens qui se retrouvent dans ce profil-là, tant mieux. Un autre auditeur, peut-être le dernier. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? C'est monsieur Afeko. Oui, allez-y. Un auditeur a parlé de nommer, il était un peu frustré. Je voudrais le justifier par les propos de monsieur Magro. Le premier jour, les gens baillaient, et dans votre émission à Gossi, il y a une presse qui a parlé de première raté de cette assemblée. Donc ce sont les éléments illustratifs qui prouvent que c'est une assemblée qui est nommée. Merci beaucoup. Donc en fait, vous n'avez pas de questions, donc on a compris à Souk.
Puisque Djiri Diama, il se fâche par rapport non, je ne me fâche pas. Je dis, non, vous savez, le nombre de fois où sur des conférences internationales, sur des assemblées, même françaises, américaines, anglaises, on montre des députés en train de dormir, on montre des présidents de la République, même de pays. Combien de fois on n'a pas vu Jacob Zuma en train de somnoler, mais dormir, mais point fermé quasiment lors des trucs. Aujourd'hui, ça paraît très léger de dire que parce qu'il y a des gens qui bâillaient lors d'une séance, ça veut dire que l'Assemblée était nommée. Je trouve que c'est caricatural. Maintenant, après, qui veut noyer son chien la queue de rage. Je ne suis pas contre le fait que des gens disent que les députés sont nommés, mais je trouve quand même que c'est respectueux que de me poser une question en disant que c'est nommé, tout simplement. Nous allons parler un peu du Premier ministre du Togo, puisque celui qui est là, comme il l'a soucié, l'homme a remis sa démission. Ça fait 2 semaines, au moins maintenant. Est-ce que vous comprenez que ça devient difficile de trouver son remplaçant, puisque beaucoup attendent la nouvelle nomination? Oui, après, il faut aussi savoir que c'est lié malheureusement à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que le Premier ministre, une fois qu'il est nommé, il doit venir devant l'Assemblée nationale, faire sa déclaration de politique générale, obtenir le vote d'adhésion de l'Assemblée nationale avant de prendre fonction. Donc il est évident que tant que l'Assemblée nationale n'a pas installé ses composantes, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Il faut que l'Assemblée nationale soit complètement installée et que ses composants soient installés pour que éventuellement on peut connaître le nom du Premier ministre. Mais est-ce qu'il y a une utilité à connaître le nom du Premier ministre avant que l'Assemblée nationale soit prête? Si vous prenez les exemples passés, on nomme le Premier ministre et puis dans la semaine en même temps il passe à l'Assemblée, il fait sa déclaration de politique générale. Il est parce qu'au Togo, c'est justement ça, il doit avoir le vote de confiance de l'Assemblée avant de prendre officiellement fonction. Donc, je pense que les deux choses se tiennent. C'est pour ça qu'il faut que nous, à l'Assemblée, on accélère les choses pour faire en sorte que la nomination du Premier ministre puisse s'intégrer dans un jeu républicain qui accélère en réalité la mise en place du gouvernement. On parle tout le temps de déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est toujours opportun si on sait que dans nos pays, le Premier ministre, en réalité, n'a pas de réel pouvoir? Ah non, moi je pense que le Premier ministre n'a pas de réel pouvoir. Nous avons dans notre pays un exécutif qui est bicéphale. Et donc ce bicéphalisme a fait qu'en réalité, quand le président a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, le Premier ministre devient une sorte de super ministre. Mais si vous aviez une majorité qui était différente à l'Assemblée nationale, en ce moment-là, vous verrez le poids du Premier ministre, parce que toutes les lois auraient été votées par l'Assemblée nationale acquises au Premier ministre, qui est donc d'un autre bord que le président de la République. En ce moment-là, nous serions dans une vraie cohabitation. Mais aujourd'hui, il faut partir du principe que, constitutionnellement, il faut que le Premier ministre fasse sa déclaration de politique générale, qu'il ait le vote de confiance de l'Assemblée nationale. C'est comme ça. Mais maintenant, c'est clair que tant que vous aurez un président qui sera de la même majorité que la majorité de l'Assemblée nationale, les pouvoirs du Premier ministre sont quasiment inexistants, parce que le président, il a la légitimité non seulement du suffrage universel, mais de l'appui de son Assemblée nationale, et il peut éventuellement, dans ce cas, se passer de son Premier ministre. Le chef de l'État n'a pas encore sans doute trouvé l'oiseau rare, mais en fait, j'ai posé une question concernant la présidence de l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas voulu, vous avancez sur peut-être une piste peut-être glissante, dangereuse, je ne sais pas. Mais pour ce qui concerne la primature, est-ce que vous avez à l'idée des noms des personnalités? Non, moi je n'ai pas de nom. J'aurais été, ça je donne mon avis, parce que je ne suis pas ministre, donc là je peux me permettre. Mais de l'autre côté, je ne peux pas. Allez-y. Non, mais moi je serais beaucoup plus enclin pour une année, parce que vous savez, on a une élection majeure en 2020. Pour moi, je serais beaucoup plus enclin à conserver les grands pans de l'équipe précédente, parce que un gouvernement en une année, s'il y a de nouvelles personnes, c'est extrêmement difficile de garder la même cohérence. Donc moi, je serais enclin beaucoup plus à garder l'ancienne équipe. Mais bon, comme vous le savez, je m'appelle Djiri Diama, je ne m'appelle pas Faure Gnassingbé. Il a entièrement la latitude de nommer comme président qu'il veut. Mais si quelqu'un me demandait mon avis, je dirais plutôt que pour une cohérence gouvernementale, qu'il est beaucoup plus intéressant de garder une équipe, parce que en 2020, il y aura une élection présidentielle, et c'est uniquement après 2020 que on peut mettre en place un gouvernement qui peut être amené à faire beaucoup de choses, parce qu'en une année, un nouveau ministre a très peu de temps de pouvoir poser des actions efficaces
et qui aille dans le sens de la consolidation de la démocratie telle que nous le cherchons. Dans l'actualité nationale, il y a aussi ce procès, le procès de Folis Sativi. Je ne sais pas si vous le connaissez, Folis Sativi. Oui, je l'ai rencontré à quelques reprises. Il est le porte-parole du mouvement, en aucun cas ancien étudiant de l'université de Lomé ou étudiant à l'université de Lomé. Il est condamné à 3 ans de prison, dont un par sursis. Quelle est votre réaction à cette... Non, d'abord, il faut rappeler qu'on n'a que 16 avocats en fait appel. Donc, nous avons quand même, dans notre pays, 2 niveaux de jugement. Donc, il y a appel. J'espère que lors de l'appel, les juges de la Cour d'appel feront preuve de plus de clémence. J'ai toujours considéré que dans des pays comme les nôtres, on a besoin de veilleurs, de sentinelles, comme ces personnes-là qui parfois peuvent paraître excessives dans leurs propos, mais dont l'ensemble de la démocratie a besoin parce que c'est eux qui donnent le signal d'alerte parfois sur des dérives qui existent. Et donc, personnellement, je trouve que, même si, parce que j'ai lu les chefs d'accusation, je trouve quand même que pour le contexte dans lequel tout ça a été fait, bien entendu, on ne peut pas interférer dans les décisions de justice, mais je pense quand même que, tenant compte du contexte, il est important que ces gens-là recouvrent assez rapidement leur liberté, parce que ces sentinelles-là, nous en avons besoin pour le fonctionnement de notre société. Si nous avons tous les yeux braqués, peut-être que sur 2 ou 3 directions uniquement, sans avoir ces sentinelles-là, nous avons une démocratie qui resterait toujours de rabais. Quand on parle de force ou quand on parle de violence ces derniers temps au Togo, on peut se rappeler ou bien on peut dire également ce qui s'est passé hier à Anié, si les informations que nous avons sont bonnes. Une réunion du PNP à Anié dispersée par les forces de l'ordre, on a vu du moins les photos. La solution au Togo, est-ce que c'est désormais les muscles ? Non, parce que, vous savez, parfois j'ai un peu de difficulté à me prononcer sur ces cas, parce que hier, au même moment, au siège du PNP Lomé, il y a une réunion qui a l'habitude de rassembler des milliers de personnes, qui se passe sans aucun problème, avec les cadres du premier niveau du PNP qui viennent s'exprimer. Donc, souvent, je préfère quand même avoir les éléments, parce que tant qu'on n'a pas les éléments, pourquoi est-ce que le PNP Lomé peut tenir ses réunions sans aucun problème et que le PNP d'Anié serait dispersé? Donc, j'aimerais avoir davantage d'éléments, parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'une réunion d'un parti politique, tous les partis politiques tiennent régulièrement leur réunion. Et le samedi, il y a la jeunesse de l'ANC qui a tenu une grande réunion aussi dans la partie méridionale de Lomé, sans qu'il y ait de problème. Donc, je crois que parfois, il faut aller au fond de l'information. Je ne dis pas que tout usage, surtout disproportionné de la force, soit quelque chose pour le renforcement de notre démocratie. Mais je dis quand même qu'en toute chose, il faut savoir raison garder, aller au fond du problème pour savoir exactement pourquoi est-ce qu'ailleurs ça se passe bien et dans d'autres endroits ça se passe pas mal. C'est pour ça que je pense que les avocats de défenseurs des droits de l'homme et les partis politiques doivent chaque fois qu'il le faut saisir l'autorité judiciaire pour se faire justice, et comme ça permet à la population de savoir exactement où est-ce qu'il y a abus d'autorité, où est-ce qu'il n'y en a pas. Nous allons dire 2 mots de l'actualité internationale puisque le Congo et la Côte d'Ivoire font cette actualité-là. La Cour constitutionnelle du Congo démocratique a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. Une réaction à cette annonce? Pour moi, je considère que partout où l'alternance devient une réalité, après, vous savez, le Kabila fils a pris la place de son père et il est resté au pouvoir assez longtemps. Partout où l'alternance arrive, dans des conditions où on arrive à préserver un climat de paix, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, le Congo est comme on le dit souvent, un miracle géologique sur lequel il y a beaucoup d'appétit, et on se rend compte que dans ces pays-là où il y a énormément d'intérêts qui sont en jeu, on explique un peu pourquoi est-ce que des puissances internationales, sous-régionales s'affrontent sur une élection nationale. Mais j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut, en tout état de cause, faire en sorte que la volonté, le choix du peuple soit celui qui est proclamé par les instances de gestion des élections, à savoir en ce qui concerne le Congo, la CENI et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict hier, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a au-delà des instances juridiques nationales, il y a des instances supranationales qui peuvent être saisies. On l'a vu dans beaucoup de pays où après, il y a des décisions qui finissent par faire déclarer la vérité. Je crois que pour l'ensemble des protagonistes congolais, il vaut mieux privilégier ces voies-là, parce que vous savez, le Congo est un pays très instable et toute
contestation trop approfondie des résultats peut de nouveau faire prolonger ce pays-là dans une guerre civile que personne ne peut souhaiter à ce pays frère. Un pays qui a déjà connu cette guerre civile, c'est la Côte d'Ivoire. L'ancien président de ce pays, Laurent Gbagbo, et son bras droit, Charles Blé Goudé, eux restent en détention à la Haye, à la Cour pénale internationale, malgré acquittement. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? D'abord, j'ai été très déçu après avoir jubilé comme beaucoup de personnes. Gbagbo est un président attachant. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec lui, mais c'est quand même quelqu'un qui sait mettre les gens à l'aise, qui est, comme on le dit, l'Africain joyeux, exubérant. Et c'est avec beaucoup de joie que j'imaginais retrouver un Gbagbo avec son exubérance, peut-être même sur le terrain politique ivoirien. Mais en réalité, quand on regarde ce qui se passe, c'est juste une question de procédure. Et donc, on attend d'ici le mois de février pour espérer que la justice définitive soit dite. Moi, ce que j'ai toujours regretté dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une justice à deux vitesses, une justice des vainqueurs et une justice des vaincus. La libération de Gbagbo redressera un peu ce tort-là pour que ce pays-là se réconcilie définitivement avec lui-même. Nous allons clôturer cette émission par votre mot de fin. Non, mais j'aurais dû commencer par là, présenter en cette nouvelle année mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur à l'ensemble des Togolais. Essayons de mieux nous comprendre, de mieux nous pardonner et faisons en sorte que l'année 2019 soit l'année de la construction d'un Togo uni dans sa diversité, dans son altérité. Voilà. Merci d'être venu, Djeri Tama. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du parti politique Le Net. Cette émission qui s'achève ainsi sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Vincent Lasbogakou Doyo, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiogbe. Le prochain rendez-vous du direct, c'est dimanche à partir de midi. Au revoir.